Vous voyez, d'une façon générale, le caractère très industriel de cette région, si longtemps vouée à la sidérurgie. Vous parlez de la minette hier, qui est le minerai de fer, qui joue un rôle absolument essentiel dans le développement de cette sidérurgie lorraine. En fait, disons-le, depuis la fin des années 60, le début des années 70, ce minerai-là, ce minerai local, la minette, a été peu à peu remplacé par des minerais d'importation qui étaient plus riches en fer et plus faciles à travailler. C'était déjà le début de la crise sidérurgique, ça, si vous voulez. Et voici le pont Laurent Barbier, donc entre Henry et Auconcourt. Alors vous demandez peut-être pourquoi il porte ce nom de Laurent Barbier. Qui était ce Laurent Barbier? Eh bien, c'est le nom de l'architecte qui a conçu le pont et qui, donc c'est récent, c'était en 2013, et qui est mort 3 mois seulement avant l'inauguration du pont. Il avait 55 ans. Ce pont est conçu selon la technique de ce qu'on appelle le bowstring, c'est-à-dire vous avez 2 arcs avec ensuite des grands filins qui suspendent, qui tiennent le pont, comme vous pouvez le voir. Structure métallique de 180 mètres de long, 20 mètres de large de tablier. On l'a compris tout à l'heure avec les propos de Nicolas Portal qu'on misait de toute façon sur un arrivée au sprint. Mais certes, l'équipe Sky, pour l'instant, fait le tempo en tête du peloton. On va gagner jusqu'à dimanche. Et pour cela, eh bien, il vous faut répondre à la question suivante. Quel coureur français a été élu le plus combatif lors de l'étape d'hier? Réponse 1, Thomas Voeckler. Réponse 2, Lilian Calmejane. Pour jouer, c'est très simple. Vous envoyez un ou deux, comme toutes les distinctions qui fait appel à un jugement humain. Voilà, certains auraient vu un autre coureur français pour ce prix de la combativité hier. Oui, c'est toujours discutable, évidemment. Ils sont plusieurs à être combatifs et on pourrait attribuer la combativité à ceux qui souffrent. À l'arrière, ouais. À l'arrière, ça a déjà été fait. Bon, aujourd'hui, quelque chose me dit qu'il y a un favori pour le prix de la combativité. C'est-à-dire que pour l'instant, oui. On ne voit que lui. Oui, mais ça peut changer. Hein. Il y a une expression que vous pourriez employer dans le cours de cette étape, c'est tomber comme à gravelotte. C'était l'expression favorite de Roger Coudert, vous savez, quand il commentait les matchs de rugby, il disait ça tombe comme à Gravelotte. On est dans les parages immédiats de Saint-Privat et Gravelotte. Grande bataille de la guerre de 1870, on est donc à l'ouest de Metz. Bataille terrible qui va faire, vous avez 112 000 Français d'un côté, 188 000 Prussiens de l'autre. Ils ne sont pas encore tout à fait des Allemands. Et la bataille va être absolument terrible. Le général von Moltke, dès 8 h du matin, a envoyé ses troupes en direction des positions françaises. Et en face, vous avez donc l'armée de Bazaine qui veut se lancer dans ce combat terrible, sanglant, en plus dans un mouchoir de poche. 20 000 Français pour les pertes, 12 000 Prussiens. Quand je dis les pertes, il y a eu 5 200 Français tués et 1140 Allemands. Ça a été vraiment une saignée terrible. Et d'ailleurs, les Allemands ont voulu conserver ce champ de bataille comme une sorte de mémoire de ce qu'ils appellent, eux, la Grande Guerre. Et ce champ de bataille, tout ce secteur a été échangé contre Belfort au moment des négociations de l'armistice de 1871. Cette bataille qui a donc donné lieu à cette expression, tomber dans le domaine commun, tomber comme à Gravelotte. Ça vient de là, Franck. Parce que les tirs d'artillerie étaient tellement nourris, les gens recevaient une véritable pluie de mitraille. Guillaume van Kersbulk qui reprend un petit peu de champ. 13 minutes d'avance désormais pour l'homme de tête. Je me souviens du visage de Thierry Marie que l'on voyait au fil des kilomètres se dégrader par l'intensité de l'effort qu'il a dû fournir pour arriver au bout en vainqueur. Au début, sourire, il jouait de la trompette, il chantait. Il chantait, c'est ça. Et puis à la fin, arc-bouté sur sa machine, là, le nez sur la potence pour en finir et en finir en vainqueur. C'est vrai qu'on voit plus tout ça maintenant, c'est dommage.
Alors, l'échappée de Thierry Marey entre Arras et Le Havre en 1991, c'est donc la deuxième plus longue échappée de l'histoire du Tour. Échappée victorieuse, bien évidemment. 234 km pour Thierry Marey. Et oui, alors, vous faisiez référence à l'état de Thierry Marey, Laurent. C'est vrai qu'il chantait. Et que chantait-il, Thierry Marey, en bon normand? Qu'il allait revoir sa Normandie. J'irai revoir ma Normandie. Bravo, Laurent Jalabert. Mais quelle mémoire, Laurent, mais vraiment magnifique. C'est vrai. Sélective. Sélective. Pas magnifique, sélective. Ouais. Je retiens ce qui m'intéresse. C'est le petit plateau qui ne se préoccupe pas du tout, qui continue son petit bonhomme de chemin. Vous voyez, avec sa position bien caractéristique. Et alors, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dans sa tête. Nous irons revoir tout à l'heure son directeur sportif. Mais cette échappée un petit peu solitaire me rappelle celle que j'avais réalisée en 97. Et je vous parlais de sa famille qui faisait du vélo. Moi, quand je me suis retrouvé dans cette échappée, je pensais tout simplement à essayer d'imiter mon père qui avait remporté une étape en 1970. On pense à sa famille. On essaie justement d'égaler les résultats de ses prédécesseurs. Et à mon avis, c'est ce qui doit occuper son esprit depuis le début de son échappée. C'est vrai. C'est vrai, en tout cas, pour l'instant, il ne s'est pas encore mis à chanter. Peut-être ne le fera-t-il pas. Alors, il y a un coureur qui, lorsqu'il est échappé, chante de manière quasi systématique. C'est Peter Sagan. Et oui, alors ça ne se sait pas forcément parce qu'encore une fois, le vélo est un sport assez peu sonore à la télévision. Mais Peter Sagan, c'est Christian Prudhomme qui nous faisait cette confidence il y a quelques jours. Peter Sagan, il chante lorsqu'il est échappé sur le Tour de France, qui lui arrive assez souvent. Voilà, ça correspond bien aussi à l'image fantasque que dégage ce garçon. Mais je crois même qu'il ne chante pas que seulement lorsqu'il est échappé. Au sein du peloton, parfois, il pousse des petits cris. En tout cas, c'est ce que les coureurs m'ont dit. Donc parfois, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Peter Sagan? Il est dans son monde, tout simplement. Christian Prudhomme, il le sait, il est souvent échappé avec Peter Sagan. Oui, c'est pour ça que Christian Prudhomme peut nous faire ce genre de confidence parce qu'il est souvent, de par sa position, signé Gaël Robic, Nasser Bouhanni qui arrive à la maison. L'occasion est belle pour Nasser Bouhanni, c'est vrai, lui qui a toujours joué de malchance sur le Tour de France. Un Tour de France qu'il a découvert en 2013, alors qu'il portait le maillot de la FDJ, il avait abandonné assez vite. En 2014, il n'avait pas été retenu par son manager Marc Madiot. On lui avait préféré Arnaud Démare. En 2015, il abandonne après quelques jours de course, malheureusement, après plusieurs chutes survenues, notamment dans le nord de la France. L'an dernier, il se blesse à la main lors d'une rixe, une semaine avant le départ du Tour. Au championnat de France. Au championnat de France, absent donc pour le Tour de France. Et donc, cette année, il retrouve la grande boucle, mais avec le souvenir de cette terrible chute survenue lors du Tour de Yorkshire en Angleterre à la fin du mois d'avril. Une chute qui lui avait valu 10 jours d'hospitalisation et une très méchante histoire du Tour. Une histoire qui n'a pas commencé. J'aime bien cette image, c'est vrai, Laurent. Il me semble, moi, qu'elle n'a pas commencé. C'est un malentendu pour l'instant entre Nasser Bouhanni et le Tour. Une succession de rendez-vous manqués, en tout cas. Voilà. Nasser Bouhanni, qui on le rappelle, a remporté des étapes déjà sur le Giro, sur la Vuelta, mais jamais sur le Tour de France. Mais aujourd'hui, ce sera un avantage de connaître l'arrivée de Nasser Bouhanni, puisque ses parents habitent à 10 km de la ligne d'arrivée. Il la connaît, cette arrivée, et je pense qu'elle est assez sinueuse. En tout cas, en faux plat montant, ça peut lui convenir. Nasser Bouhanni, qui je crois est le seul coureur vosgien dans ce peloton du Tour de France 2017. Moins de 12 minutes d'avance pour l'homme de tête et Guillaume Van Kersbulk. Parce que le profil lui convient, l'arrivée il la connaît, donc des occasions il n'y en a pas énormément, donc la moindre occasion faudra qu'on la saisisse et aujourd'hui ça fait partie des occasions à saisir. Merci beaucoup. Des occasions à saisir, c'est vrai, il y en aura d'autres, bien sûr, pour les sprinteurs qui ont eu le loisir de s'expliquer déjà lors de l'arrivée à Liège. Hier, nous aurons Taylor Phinney, l'Américain, qui sera présent. C'est le 4 juillet aujourd'hui, c'est la fête nationale aux États-Unis. Il y aura Nasser Bouhanni, bien évidemment, le local de l'étape. 132 km à compter. Des poursuivants directs, Nathan Brand, seront capables aujourd'hui de venir l'inquiéter dans ce classement. Le col des Trois Fontaines, la seule difficulté répertoriée au classement de la montagne aujourd'hui, dont le sommet est situé à 37 km de l'arrivée à Vittel. Le col des Trois Fontaines, la seule bosse de ce circuit. Moulins-les-Metz est la patrie de Robert Schumann. Alors je vous parlais d'un Robert Schumann il y a 3 jours, rappelez-vous, mais ça n'a rien à voir. Le Robert Schumann en question, c'était un pianiste romantique et ça s'écrit avec 2 N. Alors que notre Robert Schumann d'aujourd'hui, c'est évidemment l'un des pères de l'Europe. Personnalité majeure qui est à l'origine par sa fameuse déclaration
du 9 mai 1950 qui est à l'origine de la création de l'unité, de l'intégration européenne, pardon. Là, on est en train de survoler Châtel-Saint-Germain, c'est juste à côté de Moulins-les-Metz, où est né Robert Schuman. Alors, Robert Schuman, il est né français parce que il se trouve que son père, Jean-Baptiste Nicolas Schuman, était né français, pardon, et lui est né allemand de naissance, puisqu'on était au moment de l'occupation. Menacé, fragile bien sûr, puisqu'il y a Arnaud Démare qui, à la faveur de sa 6e place hier, s'est rapproché au classement par points. Arnaud Démare qui n'est qu'à 9 points de Marcel Kittel, alors que Peter Sagan, lui, pointe à 16 unités. Je doute bien que ce sera difficile de le battre, mais je crois que Arnaud Démare a raison d'y croire. La voilà, cette maison de Robert Schuman. Je me suis pris un peu les pieds dans le tapis tout à l'heure puisque j'ai confondu Châtel-Saint-Germain et Moulins-les-Metz. Nous y sommes donc dans cette maison où est né Robert Schuman. Alors, je redis les choses bien clairement. Le père de Robert Schuman, là ce que vous voyez ce sont les pères de l'Europe. Hein. Vous avez vu Adenauer, vous voyez Jean Monnet, et là c'est Alcide de Gasperi qui était le président du Conseil italien. Ce sont avec Robert Schuman les fondateurs donc de l'Europe. Je vous disais donc bien qu'il est né allemand de naissance, puisqu'on était à l'époque de cette annexion, et son père, lui, en revanche, était bien né français, même s'il était de langue luxembourgeoise. Vous savez que Robert Schuman sera un grand avocat, député de la Moselle jusqu'en 1940. Il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et ça lui vaut à la Libération quelques ennuis, mais qui sont très vite classés par un non-lieu, et il va devenir ministre, alors avec la 4e République, grande carrière, ministre des Finances en 1947, président du Conseil à la fin de cette même année, et puis il sera ministre des Affaires étrangères de 48 à 52, et c'est dans ce cadre-là qu'il va faire la fameuse déclaration du 9 mai 1950 qui place la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. C'est l'origine de la CECA. La CECA elle-même deviendra plus tard la Communauté économique européenne. Donc on est à l'origine même du processus européen. Et d'ailleurs, c'est parce que cette déclaration a eu lieu un 9 mai, le 9 mai 1950, que le 9 mai est aujourd'hui le jour de l'Europe. Quant à Robert Schuman, il a bien sûr on lui a décerné, en tout cas le Parlement européen lui a décerné le titre de père de l'Europe. C'était un homme très simple, Robert Schuman, mais on ne peut pas l'évoquer sans penser à Jean-Marie Pelt, qui a été son secrétaire, qui parlait de lui merveilleusement et qui est mort, qui nous a quittés en 2015. Le peloton dans la traversée de Novéan-sur-Moselle. Toujours à la poursuite du On va leader. rattraper Pachivila qui nous a un peu pris de vitesse, mais Thierry Magnaldi, mon pilote, sait ce que c'est qu'aller vite pour le rattraper. Ça y est, on vous fait tout ça en direct. Pachi, une dernière question. Nous parlions dans le direct d'Arnaud Démare qui a été très performant hier, 6e, et qui se positionne peut-être comme un prétendant pour le maillot vert. Est-ce que Peter et vous pensez qu'Arnaud Démare peut être un grand rival pour le maillot vert? Oui, sûrement cette année-là avec les nouveaux pointages. Je pense que Arnaud et peut-être Mathieu, et peut-être Arnaud plus que Mathieu, ce sont nos grands rivaux. Et ça va comme ça, c'est bien parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir une belle compétition. Et Arnaud, il a fait, je pense qu'il est en train de se montrer. Au XIIe siècle que nous venons de voir, cet aqueduc était gigantesque, bien entendu. Imaginez qu'à l'époque, il s'étendait de la source des Bouillons, qui se trouve près de Gorze, qui est à plus de 200 mètres d'altitude, et qui descendait jusqu'à Metz, qui est à environ 180 mètres d'altitude. Donc il y avait juste le dénivelé nécessaire. Alors il y avait toute une partie qui était souterraine, et puis la partie aérienne, dont vous avez vu un morceau, ce qu'il en reste en tout cas. Un petit clin d'œil assez amusant, sachez que ce monument fait partie de la toute première liste des monuments français qui avait été établie en 1840 par un certain Prosper Mérimée. On appuie fort sur les pédales, il roule à 50 km/h, on est à 120 km de l'arrivée.
Voilà, il n'a plus maintenant beaucoup de recours, hein. Il ne peut pas se relever, il ne peut pas temporiser, essayer de se dire bon, je vais ralentir pour voir si derrière il ralentit, ça me donne un petit peu de répit. Non, il est parti comme ça depuis le début et l'énergie dépensée, mais elle n'y est plus. Peter Sagan, 8e victoire d'étape pour Peter Sagan sur le Tour de France. Alors le paradoxe, c'est laminé tous les sprinteurs au long de l'étape et il avait battu Degenkolb au sprint, mais un peloton de 50-60 unités. Sinon, je ne crois pas qu'il ait gagné un vrai sprint massif avec plus de 150 coureurs sur du plat. Peter Sagan sur le Tour de France. Ma mémoire sélective n'a pas retenu ce détail. Bon. Si vous attendez que je vous donne la réponse, je ne l'ai pas. Il a gagné pas mal de sprints en bosse, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il est... L'an dernier, il gagne à Montpellier, mais en provoquant un coup de bordure dans le final. Avec Christopher Froome en plus. Avec Froome dans sa roue. Il est arrivé à 3 et 4 même. Oui, non, c'est vrai qu'il est... Mais il a déjà gagné des sprints massifs. Hein, bien sûr. Écrivain, réalisateur, scénariste, qui avait cette langue si verte, extraordinaire. Il s'appelait Jean Herman de son vrai nom de naissance. Il a été prix Goncourt 1989 pour un grand pas vers le bon Dieu. Il y a un monument aux morts assez particulier dans cette commune d'ailleurs, puisque c'est un monument aux morts où l'on voit un soldat, un poilu, qui est en train de monter la garde aux côtés de son chien, figurez-vous. C'est très rare de voir un chien sur un monument aux morts. On avait créé en 1915, quand je dis on, c'était le ministre de la guerre de l'époque, Alexandre Mirand, qui plus tard deviendra le président de la République, bien sûr. Alexandre Mirand avait créé une brigade cynophile, plus exactement, ça s'appelait le service du chien de guerre. Alors, vous parlez des monuments morts, Franck Ferrand, c'est vrai qu'il y en a dans tous les villages. C'est quelque chose de France. Les vacances approchent, hein. Les juilletistes seront bientôt sur leur lieu de résidence de vacances. Mais voilà le monument avec le chien, vous voyez. Voilà, merci Jean-Maurice Hogg, exactement. Il est incroyable. Et chaque monument mort, c'est vrai, a sa spécificité. Bien son sort, mais voilà, son directeur sportif est venu lui parler tout à l'heure. On a senti qu'il y avait un petit moment de doute. Voilà, l'euphorie du début, là, elle commence à disparaître. Et puis clairement, le peloton n'a aucun intérêt à rentrer tout de suite. Hein. On va le laisser devant pendant un bon moment encore. Oui, ils vont le laisser sécher au bout, là. Il joue avec lui, clairement. Oui, on a mis 3 hommes en tête du peloton, de 3 formations différentes. Arthur Bichot, Thomas de Gent, Julien Bermotte. Donc ça ne représente pas une débauche d'énergie importante pour 3 formations. Et 3 contre 1, évidemment, vous l'avez compris, la lutte est inégale, surtout contre un bonhomme, certes, qui a 7 minutes d'avance, mais qui a déjà fait 90 km à 43 km/h de moyenne. C'est le scénario idéal pour toutes les équipes de sprinteurs. Un seul homme en tête depuis le kilomètre zéro. Il en fallait un courageux pour partir devant et calmer les autres. Et heureusement. Et pour les sprinteurs, heureusement, c'est effectivement le chiffre, 253 km pour Albert Bourlon. C'était en 1947, il y a 70 ans, 253 km d'échappée. On n'en voit même plus des étapes aussi longues. Ah non, c'est sûr que ce record ne sera pas battu cette année puisqu'il n'y a aucune étape dont le kilométrage dépasse les 220 km. Maintenant, on retrouve ce genre de kilométrage dans les classiques. Et seulement. Moins de 7 minutes d'avance désormais pour l'homme de tête, Guillaume Van Kersbulk, qu'on va retrouver juste derrière lui, Cédric Vasseur sur la moto numéro 1. Oui, tout d'abord pour vous confirmer les analyses toujours justes de Laurent Jalabert, tout simplement Guillaume Van Kersbulk depuis le début ne fait pas semblant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intensité d'effort de la part du coureur belge depuis le début. Deuxième fait, c'est que depuis un certain nombre de kilomètres, il ressent le besoin de s'étirer au niveau du dos notamment. Alors on imagine que forcément il commence à tétaniser parce que ça fait quelques kilomètres. C'est la température, 27 degrés. Depuis le début du Tour de France, il n'a jamais fait aussi chaud qu'actuellement sur les routes du Tour de France. Quand on est seul, quand on est échappé depuis un certain nombre de kilomètres, on se déshydrate peut-être un petit peu plus fort. Intéressant ces informations. En tout cas, Guillaume Van Kersbulk, il a bien fait de faire du derrière Burdin, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. C'est une répétition finalement. Oui, mais sans le Burdin. Pour les... Mais non, il n'y a pas le droit. Le Burdin, ou Dernier, c'est un véhicule motorisé, mais entraîné par des pédales aussi, et par un entraîneur donc, qui précède le coureur. C'était plutôt bien vu de sa part, et c'est une information effectivement qui est intéressante. Ça veut dire qu'il s'était préparé à devoir rouler vite et seul, longtemps.
Un grand merci à Cédric Vasseur et à son informateur Nico Maton, voilà, pour ces petites 6 minutes d'avance, un peu plus de 6 minutes d'avance donc par rapport au peloton complet, un peloton complet de 194 coureurs. Regardez l'animation en 3D qui nous permet donc de situer l'homme de tête et bien sûr la position du peloton. Nous sommes bientôt au seuil des 100 derniers kilomètres, toujours dans le département de la Meurthe-et-Moselle avant de rejoindre le département des Vosges pour les 32 derniers kilomètres de cette étape. Alors on se posait la question concernant Peter Sagan qui a remporté hier la 8e victoire de sa carrière sur le Tour de France. Sagan a-t-il déjà gagné un sprint massif avec un peloton compact sur une arrivée plate sur la grande boucle? Et bien on a la réponse. La réponse, c'est oui et non. Oui et non. Il avait gagné l'étape à Metz, Peter Sagan, en 2012. Mais c'était un peloton amaigri, c'était sur du plat, mais un peloton amaigri parce que c'était l'étape entre Épernay et Metz avec une immense cabriole du peloton. Laurent, vous vous en souvenez, j'imagine, un peloton qui avait été décimé. 70 coureurs étaient tombés sur la route de Metz et donc Peter Sagan avait réglé un peloton évidemment très diminué à la suite de cette chute qui avait d'ailleurs provoqué l'abandon d'un certain nombre de force du Team Sky. Je pense qu'ils ont cette idée en tête. Reproduire ce schéma. Ils l'ont souvent fait. Première étape de montagne, première arrivée au sommet, on frappe fort. Donc je pense que Froome va vouloir passer à l'attaque demain. Il a déjà pris un ascendant psychologique sur ses adversaires dans le contre-la-montre. Si le 5e jour, il est capable de leur mettre quelques secondes dans l'abus supplémentaire, psychologiquement, il a pris un ascendant sur tout le monde et on risque de retrouver rapidement des garçons qui pensent déjà simplement au podium. Donc si c'est le cas de figure qui se présente, peut-être que Geraint Thomas n'aura pas le loisir de pouvoir défendre son maillot jaune, mais sur Secté et son niveau actuel, je crois qu'il est en mesure, bien sûr, de le garder. Geraint Thomas, oui, qui est devenu au fil des années un excellent grimpeur, un peu à l'image de la métamorphose qu'avait connu Bradley Wiggins. Il était d'ailleurs le leader sur le précédent Giro. Malheureusement pour lui, il a été contraint à l'abandon suite à une chute, mais il était le leader désigné de cette formation. Alors là, sur le Tour, ce n'est pas le cas. Il roulera à 100% pour Christopher Froome, mais en tout cas, il fait ses galons. Et alors, nous traversons Pont-à-Mousson, je voulais juste signaler, qui est de la colline de Mousson. C'est important de le dire. Je voulais juste rajouter que finalement, l'équipe Sky n'a pas tellement intérêt à s'en débarrasser de Geraint Thomas. Christopher Froome, bien sûr, c'est le leader, mais il peut lui arriver une mésaventure dans la course. Et si jamais il lui arrivait malheur, si jamais il tombait, si jamais, on l'a vu déjà quitter la course, on s'en souvient, l'année où Nibali a gagné le Tour. En 2014, oui. Eh bien, nous aurions, à la personne de Geraint Thomas, un leader de rechange dans cette formation, et avec plein de jus. Donc voilà, pour répondre à notre tweeto, deux leaders, c'est toujours mieux qu'un. S'ils s'entendent bien, oui. S'ils s'entendent bien, évidemment. Franck, je crois que c'est pour vous ici. Oui, on n'est pas très loin là. Ça rigole un peu plus aujourd'hui. Oui, il y a de l'animation dans le Ça papote, ça papote. Et Tony Galopin souriait. Ça n'a pas dû arriver souvent, Marion, depuis le départ du Tour. Ça doit être son premier sourire, non? Oui, peut-être. Eh bien, c'était en direct sur France Télévisions, sur France 3. On est ravis. Tony Galopin, on va prendre de ses nouvelles peut-être, ça vous dit Marion? Allons-y. Allez, allons-y, c'était ce matin bien sûr au départ. Voilà, ça va mieux pour Tony. Est-ce qu'il a dans un coin de sa tête, c'est un peu tôt pour en parler peut-être Marion, mais l'étape des Rousses, samedi, on sait que on aime bien ce coin dans la famille, et non pas seulement parce que vous avez le même patronyme. Oui, c'est vrai qu'on fait souvent des stages dans la région, vers les Rousses. Et donc, on a été reconnaître l'étape en intégralité. Et ça correspond, pourquoi pas, aux qualités de puncher de Tony. Voilà, à voir comment il aura récupéré de ses mésaventures du premier jour du Tour de France. Mais visiblement, le moral est là. Donc, c'est ce qui est le plus important. L'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Magnifique ensemble du XVIIe siècle, comme vous pouvez voir. Détruit par un incendie juste avant la Révolution, les pères Prémontrés ont été expulsés bien entendu en 1792 et finalement, après bien des vicissitudes, l'abbaye sera restaurée de 1957 à 1974. Les Prémontrés sont des moines très importants, vous savez, ils sont à l'origine de ce qu'on appellera les ordres mendiants avec les dominicains et les franciscains au XIIe siècle. Très belle ville. Et alors là, ce que vous voyez dans le prolongement, si je puis dire, au bout de ce pont, c'est l'église Saint-Martin, qui est particulièrement belle, avec, vous voyez, ces tours octogonales, un peu comme la cathédrale Saint-Étienne de Toul,
Cette église Saint-Martin abrite une très belle mise au tombeau du XVe siècle qu'on appelle le sépulcre de Pont-à-Mousson. Et puis alors là-bas, regardez au bout du pont comme c'est amusant, une place qui est purement et simplement triangulaire. Eh bien, à ma connaissance, c'est la seule place triangulaire de France. Alors, vous pourriez me citer évidemment la place Dauphine à Paris, mais enfin, là, vous voyez que la place est carrément, c'est un beau triangle isocèle avec de belles arcades, incroyable plan pour cette place Duroc, du nom de Michel Duroc, qui était le grand maréchal du palais de Napoléon, celui qui présidait à toutes les festivités de l'Empire. C'est beau Pont-à-Mousson, regardez cet aperçu magnifique. Avec les prémontrés au fond, c'est très beau. Nous sommes toujours dans la traversée de Blénaud-les-Pont-à-Mousson et l'homme de tête va se présenter au seuil des 100 derniers kilomètres de cette étape. Avec un petit coucou à Brice Feuillu en queue de peloton. Inoubliable vainqueur d'étape sur le Tour à Arcalis en Andorre, c'était en 2009. Il est pas gros, hein, là. Rassurez-vous, Alexandre, il a mis des bidons au niveau du maillot pour en ramener à tous ses équipiers. Oh non, Brice, garçon longiligne. Un grimpeur. Oui, grimpeur, bien sûr, toujours parfaitement affûté, qui avait pris une belle 5e place l'an dernier sur le Tour à Finhaut et Mosson, dans les Alpes, dans le Valais, avec cette arrivée magnifique à 2000 mètres d'altitude. Et une évacuation en revanche un petit peu douloureuse ce jour-là. Oui, effectivement, je m'en souviens. Et c'est Nicolas Hédé qui prend les rênes du peloton. Et Nicolas Hédé, l'appelé de la dernière minute au sein de l'équipe Cofidis Marion, puisqu'il a... Oui, c'est pas la première fois. Il a remplacé au pied levé Geoffrey Soupe, membre du train de Nasser Boigny, dans les arrivées au sprint. Et je crois que déjà l'an dernier, Nicolas Hédé avait remplacé au pied levé Nasser Boigny, je crois. Exactement. Nicolas Hédé qui est plus grimpeur. Hein. Et maintenant, ils sont 4 à se relayer en tête de peloton. On a rajouté donc Nicolas Hédé pour la formation Cofidis. On croit en Nasser Boigny. Et puis c'est important de le faire aussi quand on... Désormais 6 minutes et 20 secondes alors qu'il vient de franchir le seuil des 100 derniers kilomètres de cette 4e étape du Tour de France. Le Tour de France qui salue Blénaud, ou plutôt Blénaud qui salue le Tour de France.